Nous sommes dans cette seconde partie, chers internautes, de cette matinale de géopolitique profonde, en compagnie du colonel Jacques Beau. Bonjour mon colonel et bienvenue. Bonjour, Vous merci de m'entendez? m'accueillir. C'est toujours un grand plaisir. Je rappelle, bon, on n'a pas besoin de présenter évidemment le colonel Jacques Beau, entre autres spécialisé en renseignement. Par contre, je vais rappeler, et je le referai aussi en fin d'émission, il ne faut pas hésiter pour approfondir évidemment ce que pourra dire aujourd'hui Jacques Beau et ce qu'il dit à chacune de ses interventions. Le meilleur approfondissement, c'est encore le livre. Avoir une culture livresque de base. Et donc, Jacques Beau, on a beaucoup de chance en plus de ce côté-là, puisqu'il écrit beaucoup. Donc, c'est une réédition, je crois, Opération Déluge. Ah non, non, Opération Déluge d'Al-Aqsa. C'est le dernier livre. Max Milo, qui est un peu le cher Jacques Beau, votre éditeur historique, L'Art de la Oui, c'est guerre. mon éditeur historique le plus récent. Oui, Mais les livres sont intéressants parce que je remarque que tout ce qu'on voit et probablement ce qu'on va discuter aujourd'hui était déjà écrit dans mon livre Opération Z qui est ouais. paru en octobre 2022. Donc la question, par exemple aujourd'hui, je constate que beaucoup de gens sont surpris de voir que les Américains avaient changé leur doctrine militaire en Absolument. avril 2022. J'en Et ai ça, parlé ce matin. c'était déjà dans mes livres. Donc, vous voyez, le problème, c'est que, et c'est l'avantage un peu des livres parce qu'on peut écrire un peu plus, mais je constate aussi qu'il y a bien peu d'analystes qui lisent. Parce qu'en fait, les différents analystes, en France notamment, aux États-Unis c'est différent, mais enfin les soi-disant analystes en France ne lisent pas les livres et ils s'arrêtent très souvent à des commentaires à partir des titres principaux. Résultat des courses, on n'a pas toujours un point de vue approfondi sur ce qui se passe en réalité. Or aujourd'hui, on a ces derniers jours on a l'aboutissement de processus qui étaient déjà enclenchés, que j'ai déjà décrit il y a près de 2 ans, même 2 ans. Alors justement, lorsque hier, la Maison Blanche s'est payé le luxe de dire: «Nous n'avons pas besoin de changer de doctrine nucléaire», après la question des journalistes qui disaient: «Mais voilà, Poutine change sa doctrine nucléaire, allez-vous la changer?» Il dit: «Non, il n'y a pas besoin», mais comme l'explique en effet parfaitement Jacques Beau, ils avaient déjà fait ça il y a 2 ans. Mais ça, on nous l'oublie, puisqu'on est bien sûr dans une espèce de narratif acausal permanent où le méchant fait le mal et où le bien, essaie en retour de faire le bien. Mais on se rend compte que c'est de plus en plus compliqué. Alors, les livres de Jacques Beau, L'art de la guerre russe, comment l'Occident a conduit l'Ukraine à l'échec, aussi, toujours aux éditions Max Milo. Ukraine entre guerre et paix, c'est en mai 2023 que celui-ci a été édité. Nous avons Poutine, maître du jeu, point d'interrogation, la Russie en 50 questions. C'était en mars 2022, peu de temps après le déclenchement de l'opération spéciale. Et Opération Z, août 2022, dont on a parlé. Mais des livres, il y en a d'autres. À mon avis, il faut absolument lire l'excellent Gouverné par les fake news, qui est un livre qui n'est pas vieux, puisqu'il est de 2020. Et encore Voilà. très actuel. Il est encore, oui, il est malheureusement, il n'a jamais été aussi actuel. Voilà, exactement. Donc, une fois fait ces rappels, colonel Jacques Beau, on va tout de suite peut-être rentrer dans le vif du sujet. On évoquera, hein, on peut évoquer en seconde partie de notre entretien le mandat d'arrêt international contre Benjamin Netanyahou, son ancien ministre de la Défense, par le procureur de la Cour pénale internationale, mais vraiment débuter sur ce qui se passe en Ukraine, en Russie, à l'est de l'Europe, ce qui semble être un début d'escalade, euh, puisque a répondu à des frappes dans la profondeur, enfin dans la profondeur en tout cas, par des attaques MS et ensuite des Storm Shadow, l'utilisation sur une ville ukrainienne et je crois un complexe militaro-industriel de une frappe d'un missile moyenne portée expérimental qui tout de suite a fait dire aux Occidentaux que Poutine escaladait et que c'était eux, les Russes, qui étaient à l'origine de cette escalade, mon colonel.
Donc en fait, voilà, la question c'est, vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends, je vous Voilà. entends. Donc la question est de savoir, est-ce qu'on est rentré dans un processus diabolique d'escalade, ou bien est-ce qu'on est encore dans le récit, histoire de terroriser les populations par un narratif de la peur? Bon, on est un peu dans les deux, à vrai dire, parce que ce qui se passe, c'est que, d'ailleurs, c'est le même phénomène, on le voit à la fois en Palestine et en Ukraine, c'est qu'on a des gouvernements qui s'essoufflent, dont les capacités opérationnelles d'une part et stratégiques d'autre part s'épuisent. Et, et c'est valable des deux côtés parce que, pour des raisons légèrement différentes, les Israéliens ont des forces qui vraiment s'épuisent littéralement pour combattre des adversaires qui, a priori, étaient considérés comme relativement facilement gérables. Et on a la même chose en Ukraine, où on nous a dit pendant des 2 ans maintenant, enfin 3 ans pratiquement, que la Russie était faible, qu'elle avait plus de missiles, qu'elle avait plus de chars, qu'elle était mal commandée, que les soldats étaient découragés, etc. Et d'ailleurs, j'avais mis d'ailleurs dans un de mes livres le témoignage d'un soldat ukrainien qui disait il s'était en fait engagé un peu la fleur au fusil sur la base de ce que disaient nos médias sur cette armée russe qui était découragée, que les soldats allaient fuir dès qu'ils allaient arriver, dès que les Ukrainiens allaient arriver face à eux, etc., etc. Puis tout d'un coup, il s'est aperçu que c'est exactement l'inverse qui se passe. Il se dit, c'est nous qui avons plus de munitions, c'est nous qui sommes à court de renforts, c'est nous qui essayons de nous battre avec des bouts de ficelle, en définitive. Et le gars était démoralisé parce qu'il avait été, pas seulement à cause des Russes, mais parce qu'il avait été trompé par les Occidentaux. Et ça, et par les médias occidentaux. Ça, c'est assez intéressant de le voir. C'est qu'on ne s'aperçoit pas du tout, c'est qu'à force de raconter des mensonges, eh bien, on atteint le moral de ceux qui sont capables, parce qu'ils sont engagés sur le terrain, ils sont sur le front, et qui voient la différence entre le décalage entre le narratif et la réalité. Et ce narratif, il est pratiquement obligé d'être là parce que c'est la seule chose qui aujourd'hui, et quand vous entendez d'ailleurs les déclarations de certains dirigeants comme Macron et autres, qui continuent à dire qu'une victoire de l'Ukraine est possible, vous comprenez, c'est grâce à ces narratifs-là qu'on entretient l'idée de pouvoir soutenir l'Ukraine. Si si on disait d'emblée que l'Ukraine avait perdu, ce qui commence à arriver d'ailleurs, parce que là, j'ai vu un article dans le New York Times il y a 2 jours, Ouais. où le type dit la guerre est perdue. Et même d'ailleurs, Zelensky, dans certaines déclarations, l'a déclaré. Et puis, dans le New York Times, on disait, finalement, on peut vraiment dire que l'Ukraine est une guerre par procuration. On s'est fourvoyé dans la stratégie depuis le début. Et ça, c'est intéressant de le dire, c'est-à-dire qu'il remonte à 2014. Par conséquent, on commence aujourd'hui à voir que nous avons été dépassés par notre propre narratif et Ouais. que ce narratif aujourd'hui est devenu en fait la condition sine qua non d'un illusoire soutien. Alors c'est évidemment, aujourd'hui on se trouve presque à une croisée des chemins, enfin à une croisée des chemins, parce que des gens comme le Trump, et d'ailleurs il n'est pas le seul aux États-Unis, parce qu'en fait c'est la position du Pentagone depuis fin 2022 déjà, donc ça fait maintenant 2 ans. C'était novembre 2022 lorsque le Pentagone a essayé de commencer à pousser Zelensky à ouvrir un dialogue avec les Russes, parce qu'ils avaient compris que la guerre était perdue. C'est les politiques, et particulièrement en Europe, mais aussi la partie secrétariat d'État des Américains, avec Anthony Blinken, Nuland, etc., qui ont finalement poussé l'idée qu'il y avait une victoire possible contre la Russie. Et cette victoire, elle n'est pas nécessairement militaire, mais elle était basée sur l'idée que le régime, entre guillemets, russe est fragile Alors, de manière inhérente parce que les
russes détestent Vladimir Poutine, que Poutine est un diable, etc., etc., enfin le Hitler d'aujourd'hui, etc., etc., et qu'il suffit donc de déstabiliser un petit peu à la fois l'économie et probablement de provoquer un ou deux succès sur le champ de bataille pour que tout l'édifice russe bascule. Écroule. Exactement. Et donc, à partir de ce moment-là, on aurait une victoire. Et il est intéressant aussi de voir que tout le narratif reste basé sur l'idée que, en fait, il est centré sur Poutine. Il n'est même pas centré sur la Russie, il est vraiment centré sur Poutine. Et on voit qu'on a une sorte de fixation psychopathologique sur la question de retirer Vladimir Poutine du pouvoir. C'est ça. Et ils ont même été jusqu'à dire, Zelensky, qu'il n'y aurait de retour à la pleine souveraineté de l'Ukraine que le jour où Poutine aura quitté le pouvoir. Ce sont des réflexions totalement lunaires. Ah ben, c'est-à-dire qu'il a émis en octobre 2022, après qu'il y a eu un certain nombre de pressions, puisqu'il y a eu toute une série de négociations qui ont eu lieu en 2022, déjà le 25 février 2022, donc un jour après le début de l'offensive russe. Il y a déjà eu un premier tour de négociation, il y en a eu un deuxième qui a été avorté par Boris Johnson en avril 2022. Et puis, il y a eu un troisième dont personne ne parle. D'ailleurs, c'est assez amusant que personne ne le mentionne parce qu'il était prévu d'y avoir un sommet entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. Et c'est Boris Johnson aussi qui est intervenu pour stopper ce processus. Donc, il y a eu 3 processus et Zelensky a compris à ce moment-là, et d'ailleurs, c'est ce que le message que lui a dit Boris Johnson, il a dit: vous arrêtez de négocier et en échange de cette absence de négociation, si vous voulez, on vous aide jusque nécessaire. Et en fait, Zelensky a échangé la paix ou des perspectives de paix contre le soutien jusque nécessaire des Occidentaux. C'est la raison pour laquelle il vient en permanence réclamer des choses, parce qu'on le lui a promis. C'est assez amusant qu'aujourd'hui, on a des commentateurs qui disent oui, Zelensky vient sans arrêt nous réclamer des choses. Oui, mais parce que lui, on l'a forcé à abandonner une négociation où l'Ukraine était d'accord contre un appui illimité. Et donc, aujourd'hui, si vous voulez, Zelensky ne fait qu'appliquer ce que les Occidentaux ont voulu. Le problème, c'est qu'à l'époque, justement, tous ces Blinken et Nuland qui ont une telle haine de la Russie, ils étaient aveuglés par cette haine, ils ont cru que la Russie était si fragile qu'elle allait s'effondrer dans les semaines qui allaient suivre. Et d'abord dans les jours, je vous rappelle ce que disait Bruno Le Maire, qu'il allait faire s'effondrer en quelques jours l'économie russe, et puis les jours sont transformés en semaines, puis les semaines en mois, et puis maintenant on parle d'années puisqu'on dit la Russie s'effondrera en 2025. Enfin bref, on est dans l'illusion perpétuelle, et c'est cette illusion-là qui a poussé les Occidentaux à imposer à Zelensky de ne pas négocier avec la Russie. Et donc Zelensky, pour en fait conforter cette position, a émis un décret en octobre 2022 où il a écrit textuellement qu'il ne pouvait pas y avoir de négociation avec la Russie tant que Vladimir Poutine était au pouvoir. Donc on a vraiment une politique qui est associée, qui est centrée sur une personne. C'est ça qui est assez incroyable dans toute cette affaire et quelque part un peu surréaliste. Mais alors, avec ce qui a changé un peu la donne, c'est l'élection, il y a quelques semaines maintenant, de celui dont on peut dire dès aujourd'hui qu'il est le président élu, c'est-à-dire Donald Trump. Et que tous ceux qui avaient fait ces promesses, dont Blinken, eh bien, leurs jours sont comptés, en tout cas politiquement, au sens où ils vont devoir rendre la place, dégager de l'espace public de direction immédiate. Il est allé il y a quelques jours, Blinken, on a vu en Europe, peut-être est-ce pour son barreau de note d'honneur, donner des ordres, des consignes aux uns et aux autres, mais voilà, au 20 janvier, c'est terminé. Donald Trump aura à ce moment-là accès à l'ensemble des leviers du pouvoir du bureau ovale. Donc, on a l'impression qu'il y a une accélération
et un risque d'escalade dans le conflit, parce que justement, leur temps, le temps de ceux qui ont fait ces promesses à Zelensky est compté. Alors oui, on est effectivement on est dans un phénomène de fuite en avant d'une certaine C'est manière. ça. Donc les Américains, et notamment les militaires américains, ont constaté avec beaucoup de logique d'ailleurs, c'est d'ailleurs ce que j'ai moi-même avec mes analyses dans mes livres, déjà le premier livre de août 2022, il y avait déjà tout qui était écrit, tout était déjà dit d'une C'est vrai. certaine manière, et donc D'avoir lu, oui. c'est pour ça que mon livre reste extrêmement actuel malgré le fait qu'il ait été écrit il y a 2 ans. Mais le fait est qu'aujourd'hui, les Américains ont constaté que tout ce qu'on fait en Ukraine, c'est à fond perdu, et que plus on avance dans le temps, plus les Russes détruisent l'Ukraine. Et c'est ça qui est aussi un peu surréaliste quelque part, parce que s'il y avait une perspective de victoire, par exemple, une vraie faiblesse économique de la Russie, ou un vrai problème de politique intérieure avec vraiment des challengers réels au pouvoir de Vladimir Poutine, ou bien vraiment des faiblesses structurelles des forces armées russes sur le terrain, on pourrait considérer l'idée de faire comment dire, de pousser l'Ukraine à continuer à se battre. Mais sur aucun de ces domaines, la Russie a démontré une faiblesse. Au contraire, elle n'a fait que se renforcer. Ça a été observé déjà très rapidement à la fin 2022 par les militaires américains, de dire qu'en fait, la Russie est en train de se renforcer. Par conséquent, les perspectives d'une défaite s'amenuisent au fur et à mesure du temps. Et là, on a des fanatiques, parce que c'est comme ça qu'il faut les appeler, ces fanatiques. C'est pas seulement, d'ailleurs, de manière incidente, hein, vous avez Blinken, Nuland, Chrystia Freeland au Canada, etc., qui a été instrumental au début du conflit surtout. C'est des gens qui viennent de cette région. Ils sont Oui. originaires d'Ukraine, d'une certaine manière. Et c'est des gens qui ont une haine des Russes parce que leur famille, pour X raisons, a dû émigrer ou a migré ou a dû abandonner ces régions. Et ils en ont gardé une haine profonde, et on voit qu'aujourd'hui, ces gens utilisent finalement cette haine. C'est des rancœurs personnelles. C'est assez frappant de voir comment ça peut influer encore après 2 ou 3 générations sur la politique d'aujourd'hui. Et on a effectivement ce problème-là, et c'est ce qui conduit ou guide l'aide occidentale à l'Ukraine, c'est finalement une haine de la Russie, purement et simplement, et on peut le dire très objectivement. D'ailleurs, c'est ce que disait, ce que constatait ce journaliste sur le New York Times. Donc, on est vraiment dans quelque chose qui est très dangereux, parce qu'on arrive dans une phase qui est irrationnelle. Ça explique, je le comprends, vous avez parfaitement raison, parce qu'on dit toujours, mais ils n'ont pas changé de logiciel depuis 1989 ou 91, ils n'ont pas compris que c'était plus les communistes qui étaient au pouvoir. Est-ce que c'est une persistance rétinienne? On a l'impression qu'en effet, ils sont hantés par des démons du passé. Alors, il y a beaucoup de ça, parce que quand vous lisez, alors évidemment pas les hommes politiques, ou moins les hommes politiques, mais quand vous lisez les commentaires, par exemple, qu'il y a, on continue à parler des Russes comme les commies, donc les communistes. Hein, ça reste des communistes, c'est assez frappant. Alors que la Russie est un pays qui a carrément viré de bord. Enfin, le virage a pris quand même du temps sous l'ère Yeltsin. Elle s'est faite dans le chaos, mais avec Vladimir Poutine, on a un pays qui est j'allais dire, de culture économique occidentale, si vous voulez, d'une certaine manière. C'est une économie à l'occidentale qui est menée en Russie. Elle démarre de très bas, c'est la raison pour laquelle il a fallu longtemps pour la faire décoller, mais on est dans un système qui est tout à fait comparable à ce qu'on a en Occident quant au système économique, si vous voulez. Donc,
on a effectivement une persistance rétinienne, mais il y a beaucoup aussi, il y a plus que ça, parce que vous voyez, les Occidentaux, on le voit très bien en Allemagne, par exemple, on sent qu'il y a quelque chose contre les Russes. Il y a toujours eu, ça a existé depuis des centaines d'années, et on le voit, les tenants aujourd'hui, ceux qui sont au poste au gouvernement allemand, sont des gens qui sont restés avec cette idée que la Russie est l'ennemi de l'Empire allemand, hein. Et d'ailleurs, c'est assez symptomatique de voir que les mouvements qui s'opposent le plus vigoureusement au gouvernement allemand restent les pays, les Länder, oui c'est bien pays, la traduction littérale, mais les Länder, les régions d'Allemagne qui ont été d'Allemagne de l'Est, de l'ex-Allemagne de l'Est, donc ils connaissent les Russes, qui les connaissent beaucoup mieux et qui ont eu l'habitude de vivre avec eux, qui ont eu l'habitude de les côtoyer. Et c'est eux qui aujourd'hui s'opposent à la politique de Scholz beaucoup plus vigoureusement que les autres. Lentement, toute l'Allemagne y vient parce que c'est une catastrophe qui n'est pas seulement annoncée, mais qui commence à approcher à grands pas. Et donc, mais on voit toujours cette idée de cette Russie qui a toujours un peu effrayé les Européens. Elle est très grande, elle est massive, c'est ce colosse qu'on disait aux pieds d'argile, qui sont plus tellement d'argile aujourd'hui, mais qu'on a toujours craint quelque part. Et c'est l'illustration qu'on a quand vous voyez la réaction des pays baltes, etc. Et quand vous pensez, par exemple, que la politique étrangère de l'Union européenne aujourd'hui est aux mains de Kaja Kallas, qui est de l'ancienne première ministre estonienne, vous voyez qu'on est effectivement dans l'émotionnalité, parce que l'Estonie est un pays qui a 2 millions d'habitants, donc c'est un pays qui est d'ailleurs, qui reçoit l'aide de l'Union européenne, payée par vos impôts, d'ailleurs en France. C'est vous qui les payez. Et c'est eux qui en fait donnent le là en matière de politique vers l'Est. Et c'est ça qui est dramatique. D'ailleurs, on voit de plus en plus, et je l'ai vu quand j'étais à l'OTAN, j'ai passé 5 ans à l'OTAN, et ce qui m'a frappé, c'est de voir que les décisions, les discussions aussi qu'il y avait, eh bien, étaient de plus en plus influencées par ce que Donald Rumsfeld appelait la Nouvelle Europe, c'est-à-dire l'Europe de l'Est, les pays baltes, la Pologne qui a comme ambition d'être le pays le plus puissant d'Europe, militairement parlant. Donc, on voit qu'on est le centre de gravité de décisionnel, pas nécessairement décisionnel, quoique un peu, mais c'est surtout le centre de gravité intellectuel de l'Union européenne s'est déplacé très clairement vers ces pays qui ont des visions extrêmement extrémistes, on pourrait dire, puisque même eux considèrent les citoyens russes comme des non-citoyens. Hein, c'est des pays qui ont, d'ailleurs l'Union européenne et le Conseil de l'Europe ont eu des problèmes avec ces pays de la Nouvelle Europe, qui vont à l'encontre d'ailleurs du principe de l'Union européenne et qui n'attribuent même pas une citoyenneté aux citoyens russophones. Donc on voit qu'on est avec des fanatiques en réalité, et c'est eux qui donnent le là de la politique extérieure de l'Union européenne. Ça alors que la France devrait jouer un rôle important, c'est quand même un des disons que piliers. On devrait avoir la vieille Europe, parce qu'en réalité, d'abord, c'est dans la vieille Europe qu'on a les pays les plus puissants, c'est l'Allemagne, la France, l'Italie, bon, accessoirement la Grande-Bretagne, mais elle ne fait plus partie de l'Union européenne. Enfin, c'est ces pays-là qui ont influencé et qui continuent finalement d'une certaine manière au niveau de leur puissance économique, de leur présence, de leur capacité, enfin de leur capacité un peu virtuelle aujourd'hui, mais de leur capacité à la diplomatie, c'est ces pays-là qui, historiquement, avaient guidé un peu l'Europe. Et c'est les pays qui inspiraient une forme de mesure, hein, l'Allemagne et la France. Alors, la France avec une politique à l'époque du général de Gaulle, mais je pense que ça s'est propagé, ça s'est prolongé jusqu'à
peut-être le mandat du président Sarkozy, mais avant, on avait une France qui était relativement stable sur ses deux pieds, si vous voulez, qui savait regarder les choses avec discernement, mesure et puis recul par rapport aux conflits, que ce soit le Moyen-Orient ou d'autres, même la politique à l'égard de la Russie ou de la Chine. Hein. On a la politique française s'est toujours montrée relativement équilibrée, a essayé toujours de jouer son rôle de stabilisateur dans ce qu'était à l'époque la guerre froide. L'Allemagne, elle était plus faible politiquement à cause de la Deuxième Guerre mondiale, mais très forte économiquement. Mais c'est un pays qui, imprégné aussi des leçons de la Deuxième Guerre mondiale, a essayé d'avoir aussi un langage plus modérateur, si vous voulez, dans le discours européen. Et pendant toute la guerre froide, l'Allemagne est restée un pays qui avait, comment dire, le pays du juste milieu d'une certaine manière, géographiquement, parce que, vu sa situation, mais aussi politiquement, c'était le pays de l'Ostpolitik, hein, qui a essayé de tendre des mains vers l'Est, etc. Aujourd'hui, on est retombé avec le pouvoir des fanatiques un peu partout. L'absence d'idéologie a fait qu'on a des gens qui ont des fanatiques qui répondent davantage à leur tripes qu'à leur cerveau d'ailleurs, pour avoir des politiques plus fermes, plus affermies, moins conciliatrices vis-à-vis de la Chine, de la Russie et d'autres d'ailleurs. Et je reviens sur la France, colonel Beau, c'est-à-dire, elle devrait avoir une politique autre parce que justement tout ce passif que même l'Allemagne peut avoir, nous ne l'avons pas, à moins de prendre en considération les campagnes napoléoniennes, mais c'est ridicule, c'est nous qui les avons. C'est-à-dire que systématiquement, le tsar nous a sauvé la mise, alors que sur des défaites, on ne s'en souvient pas. De Gaulle, lui, s'en est souvenu. Et puis, il s'est souvenu aussi que Staline lui a peut-être évité à une époque ce que les anglo-saxons prévoyaient pour la France. Hein. Donc, je dirais que c'est le plus aberrant, parce que autant on peut, et là, on est quand même sur quelque chose qui, à mon avis, de l'ordre de la trahison, parce que c'est autant, voilà, il y a un passif sur pas mal de pays européens vis-à-vis de la Russie, on ne peut pas le nier. Mais la France, elle devrait compenser. Et ça, c'est quand même, moi, ce qui me choque le plus dans la situation actuelle. Oui, non, je partage tout à fait ce point de vue. Mais effectivement, le problème, bon, après, il y a des problèmes qui sont sans doute plus profonds en France parce qu'on voit une désaffection du peuple français pour la politique. En fait, le déclin de la France, moi, je le vois avec mes yeux. Alors, j'ai la chance d'avoir un pied dans chaque pays puisque une partie de ma famille est française. Et donc, je vois bien ça, mais je le vois avec mes yeux suisses aussi. Mais j'ai toujours l'impression, par exemple, quand on parle du mot démocratie, on est sur deux planètes totalement différentes entre la Suisse et la France. Les Français croient qu'ils ont, quand ils utilisent le mot démocratie, c'est le même mot qu'en Suisse, c'est pas vrai du tout. Les Suisses ont un vrai comment dire, une vraie responsabilisation du citoyen par rapport aux décisions politiques. Et c'est d'ailleurs amusant parce que même quand on parle des référendums, vous avez beaucoup de politiciens en France qui parlent du référendum. Ils n'ont absolument aucune idée de la manière dont ça se fait en Suisse, parce et j'entends souvent ceux qui sont contre le référendum populaire en France disent oui, mais le peuple n'est pas capable de comprendre. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'en Suisse, avant un référendum, chaque citoyen reçoit un petit livre, un livret qui regroupe les positions pour ou contre, ce que propose le gouvernement. S'il y a des plans d'aménagement, ben, vous avez des cartes, il y a des choses pour expliquer avant le référendum, plusieurs mois avant, de façon à ce que les gens puissent voter et mettre leur décision en connaissance de cause, si vous voulez. Donc, il y a une vraie responsabilisation du citoyen. Ce n'est pas simplement des questions qu'on pose à la cantonade, oui ou non, puis après, bon, on décide, oui ou non, d'accepter, comme ça a été le cas pour la Constitution européenne
Oui, bah, en en 2005. 2005, oui. Donc, en Suisse, il y a une vraie responsabilisation des citoyens, et le citoyen, le citoyen tient à cette responsabilisation. Alors qu'en France, on a l'impression que ce n'est pas du tout le cas. Il y a un certain nombre de gens qui sont, et peut-être de plus en plus, qui voudraient être plus responsabilisés, mais malgré tout, je vois dans les partis politiques, personne ne fait ça. Et je vois aucun parti politique, à part peut-être des partis, mais ils ne sont même pas représentés, comme l'UPR ou des choses comme ça. Mais sinon, les autres partis sont exactement dans l'esprit, c'est vraiment le cigare qui change de bouche. Hein. On n'est pas du tout, que ce soit à gauche, alors d'ailleurs on ne sait plus vraiment ce que signifie gauche et droite, parce que dès qu'on n'est plus d'accord avec un, on est dans l'extrême gauche ou dans l'extrême droite, ça ne veut plus rien dire du tout en France, alors que en Suisse, ces désignations ont une réalité, elles peuvent être comprises à travers une lecture des idéologies, si vous voulez, d'une certaine manière. Et surtout, on a du fait qu'il y a une rationalité dans la manière dont est comprise la politique en Suisse, il y a un dialogue possible aujourd'hui, et on le voit très bien avec le nouveau Parlement français, c'est la quadrature du cercle, ce qui conduit à la nomination de Barnier pour essayer d'avoir le plus possible de connexion. Parce que les partis ne se parlent pas. Quand il y en a un qui dit blanc, l'autre dit automatiquement noir, sans savoir si c'était juste ou faux. Donc on a des réflexions partisanes et non pas de réflexions sur la substance des choses. Et ça, c'est ce qui conduit, à mon avis, au désintéressement du peuple français, qui pense que de toute façon, quoi qu'il fasse, bah, finalement, ça ne changera rien du tout. C'est toujours des gens qui se disputeront à l'Assemblée nationale, non pas en fonction des intérêts de la population, mais simplement pour des questions de politique souvent personnelle. Donc, le mot démocratie, et je pense que c'est là le vrai problème de la France, en réalité, c'est que la démocratie n'est pas respectée. C'est une monarchie élective, c'est tout. Et puis, ça a des conséquences sur, je pense, la place de la France. Si le peuple français était vraiment impliqué ou davantage impliqué, parce que les gens que je connais en France et ailleurs ont des visions beaucoup plus nuancées que le gouvernement. Je ne connais personne qui, d'une manière ou d'une autre, hein, qu'il soit de gauche ou de droite, soit en accord avec les décisions du gouvernement. Il y a donc quelque chose qui ne joue pas. Et c'est, voilà, enfin bref, c'est un problème qu'on observe avec amusement et avec des brins d'ironie aussi depuis l'extérieur, mais je pense que en fait, vous portez un peu vous-même les problèmes que vous subissez. En fait, vous les créez, vous les subissez en même temps. C'est ça qui est un peu à la fois ironique et dramatique en France. Il y a toujours ce regard suisse que nous avons aussi avec notre ami Oscar Freisinger ou d'autres d'ailleurs conseillers nationaux suisses que nous aimons toujours recevoir sur Géopolitique profonde, à la fois attendri, admiratif et en même temps triste du déclin français, bien évidemment. Alors, vous savez, moi, j'ai une famille. Mon grand-père a fait, il a pas fait 4 ans de guerre pendant la Première Guerre mondiale, il a fait 6, parce qu'il était de 1914 à 1920 dans les troupes d'occupation. C'est quelqu'un qui a fait 2 fois Verdun. Moi, je reste très attaché à cet héritage français. J'ai un ancêtre qui a son nom sur l'Arc de Triomphe quand même, qui a combattu comme général sous Napoléon. Il portait pas mon nom, donc ne cherchez pas mon nom. Mais c'était un de mes ancêtres quand même. Donc moi, je suis attaché à cet héritage et je constate, excusez-moi de vous le dire un peu brutalement, mais comme je l'ai dit, j'ai encore la famille française, donc c'est pas méchant, mais c'est un peu provocateur. Mais vous, les Français, vous êtes en train de vous brader votre pays. C'est vous qui le détruisez. Et c'est pour ça que moi, j'ai d'un côté, oui, cette forme d'attendrissement que vous disiez tout à l'heure, mais d'un autre côté, j'ai plus de compassion pour des gens qui détruisent eux-mêmes leur capital. Vous comprenez? Les gens qui dilapident ce qu'ils ont,
il n'y a plus de raison d'avoir des compassions. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on regarde finalement avec un regard quelquefois un peu amusé. C'est un peu triste de l'exprimer comme ça parce que ça ne correspond pas à ce que je souhaiterais pour un pays qui est un peu le mien aussi. Mais je constate qu'à partir du moment où les gens ne font pas l'effort de préserver ce qu'ils ont, eh bien, vae victis, comme disaient les Romains, mort ou vaincu. Mort aux vaincus, mais mort aux vaincus, c'est aussi que ces fanatiques sont sur le point d'être vaincus. Oui. Et qu'il n'y a pas, ce qui m'inquiète, c'est plus de garde-fous. Et qu'en effet, dans cette fuite en avant, comment est-ce que ça risque de se terminer? Est-ce qu'on rentre quand même pas dans la zone de tous les dangers actuellement? Alors évidemment, c'est toujours le problème, c'est que, et c'est le même phénomène qu'on a de nouveau en Ukraine et en Palestine, c'est qu'on a des gouvernements qui se trouvent de plus en plus dans le coin de la pièce. Et plus on avance dans le temps, plus leur espace se limite, leur espace de décision, leur espace aussi, leur soutien populaire se dégrade fortement, leur capacité militaire, leur capacité économique, leur capacité à durer se restreint, et par conséquent, on a des gens qui sont toujours plus enclins à adopter des politiques extrêmes. Et on le voit très bien en Ukraine, où depuis maintenant plus d'une année, les observateurs constatent que quoi qu'on fasse en Ukraine, on ne voit pas comment l'armée ukrainienne pourrait envisager une victoire contre la Russie. Et d'ailleurs, il y avait, c'était au début de cette année, Lloyd Austin qui avait été interrogé par la commission des forces armées du Congrès, enfin du Sénat, plus exactement, et un sénateur lui a demandé comment définissez-vous la victoire pour l'Ukraine? Et il a été incapable de définir ce qu'on pourrait considérer comme une victoire pour l'Ukraine. Donc, ce qui montre qu'en réalité, on donne des armes, on pousse les Ukrainiens à se battre, mais on ne sait pas du tout avec quelle finalité. Et c'est comme pour tout d'ailleurs. Quand vous voulez, c'est valable aussi en économie, c'est valable en politique et c'est valable évidemment militairement. Si vous battez sans but, il y a évidemment aucune chance que vous ayez, quand vous n'avez pas d'horizon, si vous voulez, quand vous n'avez pas le drapeau que vous allez saisir en face, etc., But de guerre. il y a aucune raison pour que vous gagniez. Vous faites que de temporiser d'une certaine manière, vous vous battez, vous essayez probablement que les soldats sur le front, les soldats ukrainiens font de leur mieux, mais sans avoir d'horizon concret, d'objectifs concrets à atteindre et la capacité surtout de les atteindre, il n'y a aucune chance qu'il y ait une victoire. Et d'ailleurs, on est incapable de dire que serait la victoire contre la Russie. Alors, Bruno Le Maire avait dit que ce serait l'effondrement de la Russie, mais après quelques semaines, s'il avait été un peu avisé, ce qui évidemment, là, on est dans un peu la fiction, mais s'il avait été avisé, il aurait dû remarquer que la Russie ne réagissait pas comme l'avait comment dire, anticipé les politiques occidentaux. Et que par conséquent, il fallait probablement changer de stratégie. Et je vous rappelle, j'ai cité beaucoup dans mon livre, dans mes livres d'ailleurs, cette étude de Rand Corporation qui a été faite en avril 2019 et qui a en fait dessiné le plan d'action pour la guerre en Ukraine. Et ce plan il est si précis d'ailleurs, c'est 300 pages, hein, c'est un gros document, il est si précis que vous pouvez, quand vous repassez les événements de ces 2 dernières années et que vous les comparez avec le document de Rand Corporation, on voit qu'on a suivi le plan de manière méthodique. Mais dans ce plan, il était indiqué, les analystes de Rand Corporation ont indiqué que la stratégie qu'ils avaient esquissée comportait des risques énormes parce que il disait, en fait, on n'est pas du tout sûr que la manière dont on a analysé les capacités de la Russie soit
les capacités effectives. Et il est probable que la Russie ait des capacités bien supérieures à ce qu'on évalue, et par conséquent, cette stratégie au niveau économique a beaucoup de chances d'échouer. Et plus loin, sur le plan militaire, les analystes disent si la stratégie qu'on vous propose comporte des risques énormes et qui vont sans doute causer à l'Ukraine des pertes territoriales significatives et des pertes en hommes considérables. Et donc, on savait déjà en avril 2019 que la stratégie qu'on allait appliquer pour provoquer la Russie en Ukraine allait pratiquement aboutir à l'effondrement de l'Ukraine elle-même. Et c'est ça qui est absolument dramatique et qui montre le fanatisme de nos élites occidentales. Parce que tout ça a été écrit. Il n'y a pas besoin d'aller très loin. C'est écrit et c'est confirmé, si vous voulez, par le déroulement des événements et des différentes mesures proposées dans la stratégie qui sont toutes avérées, réalisées ou tentées d'être réalisées dans ces 2 ans et demi ou 3 ans de guerre en Ukraine. Donc, vous savez bien, colonel Beau, qu'on ne lit jamais avec ses yeux, même pas avec son cerveau, mais avec ses passions. Oui, non, c'est tout à fait, voilà. Mais simplement, on devrait s'attendre, c'est là où, moi j'ai travaillé dans le renseignement stratégique, c'est-à-dire, le renseignement stratégique, c'est pas simplement une dénomination, c'est qu'on fait, les analyses qu'on fait, elles vont au ministre. Elles sont la base de décisions politiques, de politique étrangère, de politique de sécurité. Et par conséquent, moi je pars toujours de l'idée que lorsque les services de renseignement en particulier, mais c'est valable aussi pour les conseillers politiques et autres, on ne conseille pas les gens simplement à partir de doigts mouillés. On analyse la situation et on propose, on présente une image de la situation qui doit rendre attentif, si vous voulez, le décideur des risques qu'il prend en prenant telle ou telle décision. Et ça, apparemment, ça a été fait dans aucun pays occidental. Incroyable. Alors, aux États-Unis, je pense que ça s'est fait en toute connaissance de cause. Mais je pense dans les pays, de nouveau, c'est toujours un peu la même chose. Quand les États-Unis appliquent une politique et ils se plantent, bon, ils veulent atteindre un objectif, ils essayent d'atteindre une stratégie, ils se plantent ou ils ne se plantent pas, c'est leur affaire. Mais ils essayent d'appliquer quelque chose dans un but qui les sert leur intérêt. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est comment des pays tiers, comme la France par exemple, qui applique la même politique pour servir les intérêts finalement des États-Unis et non pas servir les intérêts de la France, car finalement le soutien qu'on a apporté aux Américains dans la politique à l'égard de l'Ukraine n'a servi aucun pays européen, absolument aucun. Virtuellement aucun. Et les pays les plus proches, d'ailleurs, comme la Hongrie, eh bien aujourd'hui, blâment, enfin pas seulement aujourd'hui d'ailleurs, depuis longtemps, blâment l'Europe pour ça. Et c'est là où ça devient dramatique. C'est que les gens qui soient concernés, c'est comme quand les Américains voulaient envahir l'Irak, ils ont inventé leur histoire d'armes de destruction massive. Bon, j'entends, je suis très critique évidemment par rapport à ça, et vous avez cité mon livre Gouverné par les fake news où j'en parle. Mais ce que je veux dire, c'est que les Américains avaient un objectif, ils ont menti pour atteindre cet objectif, ils se sont plantés, ça c'est leur affaire. Mais pourquoi d'autres ont épousé les mêmes objectifs que les Américains, alors qu'ils savaient, ils n'avaient pas du tout les mêmes intérêts, ils n'avaient pas du tout les mêmes objectifs, ils n'ont même pas les mêmes doctrines, si vous voulez, en matière de politique de sécurité. Pourquoi donc fallait-il qu'ils appuient la politique américaine au lieu, à minima, rester neutre dans ces affaires? Voyez. Et c'est là où on peut vraiment se poser la question sur la santé mentale, pas seulement de nos dirigeants, mais aussi de tous ceux qui les ont conseillés. Ah oui. Ça,
c'est un vrai sujet de réflexion, à mon avis, qu'on voit encore aujourd'hui, où je vois que on continue à soutenir l'action en Ukraine, alors que tout le monde, disons, il suffit d'avoir un raisonnement rationnel. Alors qu'on aime Poutine ou qu'on n'aime pas, il fallait agir avant. Il fallait pousser l'Ukraine à accepter les accords de Minsk. Vous voyez, on ne l'a pas fait à ce moment-là. Ça, c'est ce qui a la faillite des accords de Minsk est finalement ce qui a déclenché l'intervention russe, non pas l'OTAN. L'OTAN, c'est une affaire politique que les Russes ont toujours voulu résoudre de manière diplomatique. Mais ça fait partie de cette toile de fond qui a contribué à. Donc ça, c'est une chose très claire. Mais l'élément majeur qui a poussé la Russie à intervenir, c'est finalement que les accords de Minsk ont été bafoués. C'est ça la ligne rouge pour les Russes. Et cette ligne rouge, on savait que c'était une ligne rouge. Or, personne n'a fait quoi que ce soit. Alors aujourd'hui, on a beau jeu de dire oui, mais si Poutine, si on fait la paix avec Poutine, c'est qu'il a gagné, etc. Il fallait y penser avant. Et c'est là où il doit y avoir une réflexion en amont. Et il n'y a eu absolument aucune réflexion en amont de nos élites politiques. On a poussé le bouchon si loin que la Russie est intervenue. Maintenant, il faut assumer les non-décisions qu'on a faites au moment des accords, dans les moments qui ont précédé, si vous voulez, le 24 février 2022. Mais alors, c'est la raison pour laquelle tout est prétexte maintenant à la continuation de la guerre, du fait de pseudo-escalade russe. Et la dernière en date, est-ce que ça aussi c'est gouverné par les fake news, selon vos informations, colonel Jagbo? On explique qu'on a autorisé les frappes dans la profondeur du territoire russe du fait de troupes nord-coréennes qui seraient présentes massivement sur le front aujourd'hui, tout du moins dans l'oblast de Koursk. Est-ce que c'est un pur fake news? Est-ce qu'il y a une part de vérité? Est-ce que c'est une raison pour autant pour accepter de continuer la guerre et de continuer à livrer des armes? Alors, le point de départ de l'affaire, c'est effectivement cette présence nord-coréenne qui a été d'ailleurs évoquée uniquement par les services de renseignement ukrainiens et les services de renseignement sud-coréens. C'est eux qui ont annoncé ça. Alors, comme on sait, les uns n'aiment pas les Nord-Coréens et les autres n'aiment pas les Russes et ont cherché absolument tous les moyens. Et après, tout le monde a accepté ce narratif. Mais en réalité, oui, il n'y a absolument aucun élément, aucun élément de preuve, aucun élément concret qui permet de dire qu'il y a eu des Nord-Coréens en Ukraine. Et je pense personnellement qu'il n'y en a pas du tout. Et ceci pour une raison très simple, c'est que les Russes ne veulent pas. Vous savez, quand vous introduisez un contingent étranger, pas seulement étranger au niveau du passeport, mais étranger à la structure de conduite, vous créez une complication. Et c'est d'ailleurs cette complication qu'il y a eu d'ailleurs avec Wagner à Bakhmout. Et c'est exactement parce qu'il y avait cette complication que c'est ce qui a déclenché la réaction de Prigojine. Parce qu'à un moment donné, il a réussi par des questions d'amitié personnelle. Alors, certains ont dit que c'était de la corruption, etc. Je pense que c'est un peu plus. Peut-être qu'il y a de la corruption, mais je pense surtout que c'est des copains qui ont voulu se faire plaisir d'une certaine manière. Et le général Sourovikine a accepté d'avoir la force Wagner dans son opération. Et il lui a donné la ville de Bakhmout, si vous voulez, qui était une sorte de petite bulle séparée du reste du front et qui n'avait pas besoin d'être trop coordonnée avec le reste des opérations. Mais, je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais ce qu'il y a, c'est que quand vous introduisez une force dans une opération comme ça pose des problèmes considérables de coordination parce que c'est pas des gens qui ont la même formation, ils n'ont pas les mêmes habitudes de combat, les mêmes méthodes de combat, les mêmes armes, etc. etc. D'ailleurs, ce qui a provoqué la colère de Prigojine parce qu'il devait sans arrêt demander des munitions d'artillerie parce que Wagner, c'est une force de sécurité, ce n'est pas une force de combat. Et donc, ils n'ont pas d'artillerie, ils n'ont pas de chars, ils n'ont pas de choses comme ça. Et il fallait sans arrêt les mettre à disposition à partir d'autres forces. Donc, quand vous avez des situations comme ça,
ça crée des problèmes et c'est pour éliminer ça qu'il y a une décision qui a été prise. On ne met plus de corps étrangers dans cette opération. Ça s'est fait, d'ailleurs, il y a eu le même problème au tout début avec les armées de la milice de Donetsk et la milice de Lugansk, qui étaient en fait des armées étrangères au début, n'est-ce pas? Et il a fallu intégrer tout ça. Alors maintenant, tout ça est intégré puisque ces républiques indépendantes sont devenues partie de la Fédération de Russie. Par conséquent, tout ça s'est harmonisé. Mais les Russes ne vont pas se compliquer la vie en introduisant des corps nord-coréens, des gens qui ont d'autres habitudes de combat, d'autres armes, enfin qui sont compatibles pour une bonne partie, mais d'autres armes quand même, une autre langue, d'autres doctrines, etc., etc. Ça n'a absolument aucun sens. Et en réalité, les documents qu'on a sur la présence de troupes nord-coréennes en Russie sont simplement des troupes qui ont été pour faire des exercices communs dans le district militaire d'Extrême-Orient, ce qui est d'ailleurs le plus logique, et il y a eu des manœuvres qui ont été faites ou des exercices communs qui ont été faits, et tous les documents qu'on a viennent de cette région-là, mais n'ont absolument aucun rapport avec le théâtre ukrainien. Mais ça a été utilisé pour mettre, si vous voulez, pour d'ailleurs, comme l'ont dit certains, marquer une certaine internationalisation de la guerre, pour aussi indiquer, et c'est assez pervers d'ailleurs, pour indiquer ce que disait Zelensky, qu'en réalité la Russie est faible et qu'elle a besoin de renforts nord-coréens et que par conséquent il y a une perspective de succès, n'est-ce pas? Et donc c'est un peu sur cette base-là que est arrivée l'idée, je dis l'idée plus que la décision de permettre les frappes dans la profondeur du territoire ukrainien. Ce qui n'est pas nouveau puisque les Occidentaux, et la France l'avait dit également, Emmanuel Macron l'avait dit, et c'était valable pour les Américains, ils avaient déjà autorisé les Ukrainiens à frapper le territoire russe, mais dans la proximité de Koursk et la proximité de Kharkov, puisque il y avait la perspective d'un succès. Enfin, il y avait pour Kharkov, c'était au mois de mai l'offensive russe, et il y avait des troupes qui étaient derrière la frontière, si vous voulez, pour alimenter l'offensive contre Kharkov. Et donc, les Ukrainiens voulaient frapper sur les préparatifs de cette offensive sur le territoire russe, ce qui peut se concevoir. Et puis à Koursk, c'était assez évident qu'il fallait que l'Ukraine ait les moyens de, si vous voulez, combattre les forces russes qui étaient face à elle sur le territoire russe. Donc il y avait déjà des autorisations données. Elles ne concernaient pas la grande profondeur du territoire, il y avait des limitations géographiques qui avaient été données, mais le principe était là, si vous voulez. Et ce que les frappes qui ont été menées d'abord par des missiles ATACMS par les Ukrainiens il y a quelques jours, les 6 missiles ATACMS, c'était une frappe qui n'a d'ailleurs pas atteint la portée maximale du missile, qui est de l'ordre de 300 km, mais qui était d'une centaine de kilomètres à peu près. Alors, 100 km, ça correspond aux capacités ukrainiennes de reconnaissance. Si vous voulez, ils ont la possibilité de reconnaître et j'allais dire, de modéliser le terrain, on pourrait dire ça comme ça, enfin pas modéliser le terrain, mais d'utiliser, de faire une reconnaissance précise du terrain jusqu'à cette distance, grosso modo. Peut-être un peu plus. Sans l'aide des Occidentaux, sans l'aide des États-Unis. Voilà, sans l'aide des Occidentaux. Mais les Russes considèrent, parce qu'évidemment, on ne peut pas entrer dans toutes ces considérations, donc ils ont dit très clairement, si vous dépassez telle distance, ça veut dire que les Occidentaux sont… Alors, les Occidentaux sont toujours impliqués dans ces affaires, parce que c'est eux qui doivent introduire les données, c'est les spécialistes occidentaux. Et d'ailleurs, c'est Olaf Scholz qui avait dit que pour les Storm Shadow ont déjà été utilisés sur le territoire russe, mais pas dans des profondeurs très grandes. Et les données
qui sont introduites dans les missiles le sont par des spécialistes français et britanniques. C'est Olaf Scholz qui avait dévoilé le poteau rose il y a quelques mois. Donc et les officiers de la Wehrmacht, vous rappelez-vous aussi les officiers de la Wehrmacht qui avaient commis la sottise d'échanger, je crois, sur Zoom, une messagerie non protégée, et ça avait été récupéré et c'était passé dans la presse allemande, comme quoi, justement, c'est les C'était la Bundeswehr. Hein. Oui, la Bundeswehr. Pas la Wehrmacht. Non, non, qu'est-ce que je raconte? Oui, là, oui, 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 je date, là, mon logiciel a un problème aussi. Ce qui est intéressant, c'est qu'il semble que cette discussion entre deux officiers de la Luftwaffe, du coup, qui parlaient de l'engagement des missiles Taurus, et donc des missiles aussi Storm Shadow, etc. Cette conversation semble avoir été fuitée par les Américains. Oui, oui, oui. Oui. Et c'est apparemment les Américains ne voulaient pas que les Occidentaux utilisent les armes dans la profondeur du territoire. Parce que les Américains ont très bien compris, je pense que les Américains ont toujours une capacité d'analyse qui est nettement supérieure à celle des Occidentaux. Et même si les décisions politiques ne suivent pas nécessairement ces analyses, mais je connais assez bien mes anciens collègues à la fois des services de la DIA ou d'autres agences américaines, eh bien, on constate qu'eux ont une perception des choses qui est beaucoup plus approfondie, à la fois techniquement et opérativement, que les Occidentaux. Et certainement plus les commentateurs, parce qu'il y a en fait, il n'y a pas d'analyse. On répète souvent ce que racontent les Américains, mais il n'y a pas de vraie analyse en Europe, d'une manière, et en France en tout cas pas. Donc c'est chaque fois des analyses américaines d'ailleurs qu'on répète. Hein. On répète même en source ouverte, on répète les analyses américaines, mais il n'y a pas d'analyse propre vraiment qu'on trouve chez nous. Mais bref, ça c'est un autre débat. Toujours est-il que les Américains se sont opposés systématiquement, et d'ailleurs apparemment il n'y a pas non plus d'accord donné à l'usage des Storm Shadow dans la grande profondeur du territoire russe. Donc, on est un petit peu dans une zone de flou. Je pense que les Ukrainiens ont pris des libertés. Ils ont essayé, comme font les enfants, hein, de pousser jusqu'à savoir quand ils allaient se faire taper sur les doigts, d'une certaine manière. Et donc les attaques, ça a été jusqu'à centaines de kilomètres. Les Storm Shadow, ça a aussi été très très proche, hein, c'est à une trentaine de kilomètres simplement dans la profondeur du territoire russe. Donc on n'est pas sur quelque chose qui est extrêmement profond, et on voit que les Ukrainiens essayent de provoquer la décision américaine. Et les Américains, d'ailleurs, apparemment sont restés fermes avec Keir Starmer, qui avait, depuis septembre, hein, qui essaye de pousser pour avoir l'autorisation des Américains de pouvoir utiliser ces missiles de croisière sur une longue distance. Il faut savoir que c'est des missiles qui travaillent à la fois avec des GPS et puis enfin, ils travaillent essentiellement avec le GPS, mais ils ont d'autres systèmes de guidage. Et ces autres systèmes de guidage peuvent être, comment dire, brouillés, si vous voulez, facilement par les Russes. Alors, afin de contourner ce problème, ces missiles de croisière ont un système de cartographie qui est intégré. Et il faut, si vous voulez, cartographier le trajet du missile de façon à ce qu'il vole très près du sol, d'ailleurs, de façon à échapper d'ailleurs au radar et au système anti-aérien. On est obligé, du coup, pour les combattre, soit de les détecter, on les détecte quand ils sont pas très loin de l'objectif, ou bien avec ce qu'on appelle des AWACS, c'est-à-dire des appareils, des radars volants qui, depuis le haut, peuvent détecter les mouvements qui sont très près du sol. Mais sinon, ce sont des missiles qui se déplacent dans l'ombre
qui est l'ombre électronique, si vous voulez, qui est provoquée par le terrain de la géographie. Et donc, il faut, pour qu'il puisse avancer dans un territoire complexe et suivant l'objectif, on introduit dans le missile la cartographie de son parcours. Et cette cartographie, elle dépend de satellites de cartographie américains et les données sont américaines, si vous voulez. Et c'est ce logiciel de cartographie qui est le problème qu'ont à la fois les Français et les Britanniques pour atteindre la profondeur du territoire russe. Voilà, ça c'est, en plus, c'est des experts occidentaux qui doivent le faire. Donc c'est pour ça qu'à partir du moment où les Ukrainiens transgressent ou essayent d'aller plus profondément, les Russes disent on considère que ce sont les Occidentaux qui sont à la source de cette, ou qui ont permis, si vous voulez, cette frappe. Et ça a été dit très clairement déjà au début de cette année, lorsque David Cameron, le ministre des Affaires étrangères britannique, avait annoncé que l'Ukraine pourrait utiliser le Storm Shadow dans la profondeur du territoire russe. Et l'ambassadeur britannique à Moscou avait été convoqué aux affaires étrangères. Et là, on lui avait dit, et ça a été dit d'ailleurs très très clairement, et ça a été rapporté par la presse d'ailleurs, que les Russes considéreraient l'usage des Storm Shadow dans la profondeur du territoire russe comme étant une agression de la part de la Russie, de la Grande-Bretagne. Et donc qu'un tel usage ferait de la Grande-Bretagne un co-belligérant et que par conséquent, la Grande-Bretagne pourrait se trouver visée n'importe où dans le monde par des mesures par les Russes. Et depuis, Vladimir Poutine a confirmé cette position en disant que l'usage d'armes dans la profondeur du territoire russe serait considéré comme un acte de guerre commis par les Occidentaux qui ont permis cela. Et ça a été répété le 5 juin de cette année, lorsque Vladimir Poutine a dit que s'il y avait une autorisation donnée pour pour l'usage d'armes dans la profondeur du territoire russe, eh bien, la Russie se réservait le droit de répondre par des mesures symétriques. Et donc, c'est ce qu'on a vu cette fois-ci avec l'usage de ce missile contre Dniepropetrovsk. Missile expérimental, enfin missile de toute dernière génération, hypersonique. Il y a des précisions sur ce missile? Alors, dans un premier temps, on avait dit qu'il s'agissait d'un missile intercontinental. Et évidemment, l'idée d'avoir un missile intercontinental avait un peu frappé les imaginations, parce que les missiles intercontinentaux, traditionnellement, on les imagine davantage avec des têtes nucléaires. Mais il faut savoir que les Russes, en développant les missiles hypersoniques, ont compris que l'efficacité de ces missiles est telle qu'ils pouvaient se passer de la charge nucléaire. Ils peuvent avoir une charge conventionnelle. Alors, il ne s'agit pas en l'occurrence d'un missile intercontinental, il s'agit d'un missile de portée intermédiaire, c'est-à-dire de portée inférieure à 5500 km, qui est basé sur une sorte de prototype qui avait été fait il y a une vingtaine d'années, qui était le missile RS-26 Roubeige. Et ce missile était destiné à être un missile à portée intermédiaire en fait. Il a été utilisé comme durant des tests sans charge, sans tête si vous voulez, sans charge explosive, et de ce fait il a eu des missiles des portées plus longues et les Américains ont considéré que les Russes avaient donc violé le traité et puis voilà. Mais bon, bref. Toujours est-il que le missile RS-26 a été
produit un très petit nombre d'exemplaires, surtout à des fins d'essai. Et apparemment, il a été abandonné et remplacé par d'autres systèmes, et il a servi de base au développement d'un nouveau missile qui est le Oreshnik, qui est celui qui a été utilisé à Dnipropetrovsk. Alors, la différence entre les deux, entre missile intermédiaire et missile intercontinental, les gens ont l'air de respirer en disant « Ah, c'était pas intercontinental, c'était portée intermédiaire ». En réalité, on devrait s'en inquiéter un tout petit peu plus, parce que un missile intercontinental, c'est un missile qui va très haut, qui sort de l'atmosphère, qui a une trajectoire balistique. Donc, il monte très très haut pour avoir une portée très loin. Donc, plus il monte haut, plus il va loin, si vous voulez. Mais on arrive également à régler sa portée, pour simplifier les choses. Plus on le tire verticalement, plus sa portée se réduit. Mais il va toujours aussi haut. Donc, ça veut dire qu'il est très facilement détectable par les moyens de détection d'alerte lointaine, si vous voulez, les radars soit terrestres, soit satellitaires, d'alerte lointaine de part et d'autre. En revanche, les missiles de portée intermédiaire, et notamment celui-ci, est un missile qui a une trajectoire beaucoup plus basse et dont on règle la portée par d'autres moyens que simplement en le lançant plus ou moins droit, si vous voulez, ou plus ou moins verticalement. Et ça veut dire que c'est un missile qui est beaucoup plus difficilement détectable quant à sa trajectoire, et d'autre part, c'est un missile qui avance beaucoup plus rapidement vers son objectif. Et en l'occurrence, le missile qui a été utilisé, Oreshnik, qui semble être d'ailleurs encore en développement, puisque même Vladimir Poutine, dans son allocution, a dit qu'il s'agissait d'un test en conditions réelles, en réalité. Et par conséquent, c'est un missile qui avance à 2 à 3 km par seconde. Donc, on est sur quelque chose qui est supérieur à, comment dire, qui est supérieur à Mach 10, grosso modo, c'est un peu ça. Donc, on est dans les domaines hypersoniques. Et ça veut dire, comme l'a dit d'ailleurs Vladimir Poutine dans son allocution qui a suivi le tir de ce missile, c'est un missile que pratiquement aucun système antiaérien occidental ne peut intercepter. Alors, c'est important parce que, et je pense que c'est la raison pour laquelle les Russes l'ont utilisé, c'est plutôt un message en réalité. C'est pour montrer, on a la capacité de frapper avec quelque chose qu'on frappe à quelques centaines de kilomètres, enfin quelques milliers, puisqu'il a été quand même tiré depuis l'Astrakhan, et donc ça fait quand même plusieurs milliers de kilomètres de là. Néanmoins, on a la capacité de frapper là un objectif comme celui-ci, mais ça veut dire en clair que pratiquement aucun porte-avions américain n'est en sécurité avec ça. C'est ça. Et c'est valable pour les porte-avions qui seraient en Méditerranée pour aider ou pour frapper l'Iran, par exemple. Ça pourrait être les groupes aéronavals qui sont en mer de Chine. Ça pourrait... Donc, il y a énormément d'objectifs possibles pour ce type de missiles et contre lesquels les Occidentaux n'ont absolument aucune parade. Et au-delà, donc je ne pense pas que les Russes aient en tête de bombarder des villes européennes ou des villes. D'ailleurs, Vladimir Poutine a dit que ce n'était pas du tout le but et que si d'aventure ça devait être le cas, ils avertiraient les populations civiles. Mais ce qui est intéressant, c'est la conclusion de Vladimir Poutine, Atiet всегда будет. Ça veut dire il y aura toujours une réponse. C'est ça. C'est ça. Donc, comme, n'est-ce pas, on a toujours tendance à penser que les Russes bluffent, et on a systématiquement, toujours dans nos médias et nos politiciens qui disent, et sur nos plateaux de télévision, on nous raconte, oui, mais Poutine bluffe, mais il n'a pas bluffé le 24 février 2022, il n'a pas bluffé quand il a frappé, enfin, j'entends. On a constaté que lorsque les Russes
disent quelque chose, ils le font. Et nous, les Occidentaux et nos dirigeants, et probablement ici un petit peu tirés ou poussés par Zelensky, ils essayent de tenter le diable, si vous voulez, et d'essayer de titiller les Russes. Je pense que c'est ce titillement-là qui est extrêmement dangereux parce que on est toujours dans la dynamique qu'on a évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire avec cette idée que les Russes faibliront à un moment donné, qu'ils ne pourront pas accomplir ce qu'ils ont déclaré, et donc que ça vaut la peine de viser une victoire de l'Ukraine, même si on n'a pas réussi à définir de quelle nature cette victoire puisse être. C'est en effet bien là la zone de tous les dangers, et on attend l'acte d'après. Est-ce que ce sera après le Storm Shadow un scalp? C'est à peu près des frères jumeaux, si j'ai bien compris, mais est-ce que, puisque c'est la troisième puissance nucléaire qui est visée, hein, après l'Amérique qui a, avec les attaques MS, après le Storm Shadow britannique, on peut s'attendre malheureusement à ce qu'il y ait une frappe aussi avec cette mise en danger systématique de la France par son président. Oui, c'est effectivement l'inconscience de nos dirigeants et leur absence d'adéquation avec la réalité. On est toujours avec des gens qui font ce que les Américains appellent le wishful thinking, c'est-à-dire on prend nos désirs pour des réalités. Et on pense que la manière dont on pense est la manière dont pense l'autre. Et c'est un peu ce qui conduit d'ailleurs, ce qui nous conduit systématiquement à des échecs. C'est ce qui s'est passé dans d'autres contextes, mais c'était la même chose en Afghanistan, en Irak, en Libye, partout. On intervient en pensant que l'autre va être impressionné par notre manière de penser, notre manière d'être, notre civilisation, notre société, etc. Or, ce n'est pas du tout le cas. Et cette manière comment dire, d'ignorer, parce qu'on peut dire c'est carrément ça, on ignore l'adversaire, on se centre sur soi-même. De nouveau, on est dans cette espèce de nombrilisme, ce nombrilisme politique et intellectuel qui fait que on prend comment dire, on fait la guerre sans tenir compte de l'adversaire. C'est Winston Churchill, d'ailleurs, pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui disait tout absorbé qu'il soit par ses pensées stratégiques, le commandant occidental serait bien inspiré de temps en temps considérer l'adversaire. Et cette remarque reste parfaitement vraie aujourd'hui. Et quel que soit ce qu'on peut penser de Poutine, de la Russie, de tout ce que vous voulez, le fait est que c'est eux qui tiennent le couteau par le manche en Ukraine. Le fait est que plus on tire ce conflit en avant, plus c'est au détriment de l'Ukraine et non pas de la Russie. Et le fait est que malgré tout ce qu'on a promis à l'Ukraine, on a été incapable de tenir, et aujourd'hui, les Occidentaux sont incapables comment dire, de tenir leurs promesses, parce que leurs promesses ont dépassé leur propre capacité. Et ceci étant, d'ailleurs, il y a quand même un élément qui est intéressant dans le dernier package qui a été accepté par les Américains pour être livré à l'Ukraine. Il y a quand même quelque chose qui est assez inquiétant, mais qu'aucun commentateur n'a observé jusqu'à maintenant, c'est qu'il y a des systèmes de protection nucléaire chimique. Oui. Oui. Et ça, c'est un élément quand même qui doit nous faire réfléchir, parce que oui. les Russes n'ont jamais utilisé ça jusqu'à maintenant, donc pourquoi tout d'un coup les Américains, dans leur package, incluent ce type de choses? Donc on voit qu'on est lentement, on pousse l'Ukraine dans une situation où elle va vers sa destruction. Et il y a un cynisme là des élites occidentales qui est absolument effarant. Parce qu'on sait, et de nouveau, je le rappelle, c'était écrit en avril 2019 dans cette étude, cette stratégie de la Rand Corporation qui s'appelle Extending Russia Competing from Advantageous Ground ou quelque chose comme ça, que vous retrouvez sur Internet d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse. On prévoyait déjà
que la Russie allait perdre. Et on savait en mars 2022, lorsqu'il y a eu les négociations, les Russes étaient prêts à se retirer de l'Ukraine, à retirer toutes leurs forces d'Ukraine. Donc on a fait renoncer Zelensky à un retrait complètement de l'Ukraine par les Russes. Et donc, on a forcé l'Ukraine dans une situation, parce qu'en plus de ça, l'appartenance de l'Ukraine à l'OTAN est exclue. Et ça, en mars 2022, Zelensky, dans une interview à CNN, a déclaré qu'il avait demandé qu'on lui réponde clairement sur la question de savoir si l'Ukraine entrerait dans l'OTAN une fois, et on lui a répondu, et c'est Zelensky lui-même qui le dit, il a dit, on m'a répondu que l'Ukraine n'entrerait pas dans l'OTAN, mais que officiellement, ouvertement, pour l'opinion publique, les portes resteraient ouvertes. Donc l'Ukraine sait qu'elle n'entrera pas dans l'OTAN. Et d'ailleurs, tout ce qui a été dit, on lui a fait miroiter différentes perspectives, mais en réalité, tout le monde sait que l'Ukraine n'entrera pas dans l'OTAN. Et ce sera la même chose pour la Géorgie d'ailleurs. Elle n'entrera pas dans l'OTAN. C'est une ligne rouge que les Américains ont très bien compris. Et donc, tout ce qu'on fait actuellement, c'est vraiment pour essayer d'affaiblir la Russie et non pas d'aller dans l'intérêt de l'Ukraine. Ah oui, jusqu'au sacrifice, jusqu'au dernier Ukrainien, et le sacrifice absolu. En effet, si maintenant le risque nucléaire est intégré par les Occidentaux eux-mêmes, c'est effrayant. Le peuple de France ferait bien d'être inspiré, de prendre leçon sur un pays comme l'Ukraine, quand on n'est plus un peuple, quand on n'est plus un pays, quand on n'est plus un peuple, quand on est à ce point, on a perdu toute souveraineté au bénéfice d'un autre, et bien voilà où ça peut conduire. Et la France ferait bien, les Français, s'ils ont encore un peu de conscience collective et nationale, bien se tirer des leçons de ce qui est en train d'arriver, qui est effrayant. Peut-être, colonel Jacquebaud, puisque nous avons déjà 1h20 à notre actif d'entretien, terminer cet entretien et terminer sur un parallèle à nouveau avec le Proche-Orient. Est-ce que aussi les Israéliens, lorsqu'ils veulent investir le Sud-Liban militairement, ne tirant aucune leçon de ce qui s'est passé il y a de cela plus de presque 20 ans, est-ce qu'aussi ils s'aveuglent maintenant eux-mêmes? Est-ce qu'au Proche-Orient, on est un peu dans des situations similaires, selon vous? Alors oui, on est effectivement dans la même situation et on s'aperçoit que l'idée d'aller frapper l'Iran, par exemple, à travers son consulat de Damas et puis l'assassinat d'Ismail Haniyeh à Téhéran, tout ça, on est dans la même logique. D'ailleurs, regardez d'où vient Netanyahou. Netanyahou est originaire de la même région, il est originaire d'Europe centrale, il est originaire de Pologne, en fait. Son nom a été modifié pour lui donner une consonance locale, mais en réalité, c'est des gens, et tous ceux qui sont autour de lui viennent soit de l'Ukraine, soit de la Pologne. Donc on est dans cette même logique, dans la même haine c'est des politiques qui sont guidés par la haine. Alors, c'est plutôt des Russes du côté ukrainien, c'est plutôt des Arabes du côté israélien, mais c'est la même logique. C'est le même logiciel qui fonctionne. Et là aussi, on est avec des situations qui d'ailleurs ont déplu aux Américains. Hein. On a parlé de ça tout à l'heure à propos des portées où les Américains ont essayé de freiner et de brider les velléités ukrainiennes. Et on a la même chose du côté israélien. Les Américains sont très embarrassés avec Netanyahou. Ils ne veulent pas d'un engagement avec l'Iran. Et d'ailleurs, on a très bien vu lors des différentes frappes iraniennes les réponses iraniennes contre Israël,
que les Américains ont gardé une attitude très calme et avec beaucoup de recul cette affaire, en évitant de monter les affaires en épingle, en laissant, si vous voulez, la possibilité à l'Iran de répondre, mais ils savent aussi, ils ont plutôt essayé, ils ont essayé de raisonner les Iraniens parce qu'ils s'aperçoivent bien que les Iraniens sont plus raisonnables au sens étymologique du mot que Netanyahou. Mais je pense que les Américains sont de plus en plus fatigués de Netanyahou, qui essaye de les attirer dans une guerre. Et ce n'est pas nouveau. Les Israéliens essayent depuis les années 50 d'avoir une implication militaire américaine au Proche-Orient. Et les Américains résistent systématiquement. Et d'ailleurs, même durant la guerre des 6 jours, je me rappelle qu'à l'époque, il y avait eu même les Américains et les Russes, ou soviétiques à l'époque, avaient travaillé ensemble, enfin les services de renseignement, pour éviter justement que le conflit déborde sur un engagement qui aurait conduit les deux superpuissances à être face à face dans cette région du monde. Donc, on est sur une logique israélienne qui dure depuis très longtemps. Et on est dans la même situation de fuite en avant, parce qu'on est à la fois en Ukraine et en Israël, on est avec des régimes qui sont à la fois à bout de souffle et aux abois. Et d'autant plus aux abois que maintenant, l'opinion mondiale tourne, elle était très défavorable à la Russie et aux Palestiniens au début, et puis aujourd'hui, on s'aperçoit que l'opinion internationale a radicalement changé. Elle est beaucoup plus compréhensive à l'égard de la Russie aujourd'hui. Quand on lit ce qui se fait dans la presse anglo-saxonne, la France, on le voit un peu moins. Mais, et on ne le voit pas à ceux qui se sont toujours engagés du côté, disons, de l'Ukraine, de la Russie ou d'un autre. Ceux-là, bon, ils n'ont pas changé. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir l'opinion de ceux qui avaient une attitude plutôt intermédiaire, si vous voulez, et qui aujourd'hui sont clairement du côté russe pour ce qui est du conflit ukrainien, et beaucoup plus du côté des Arabes, disons, du monde non israélien, si vous voulez. Et Israël est en train de devenir un véritable paria, et on l'a vu à l'occasion des différentes résolutions qui ont été adoptées par l'Assemblée générale des Nations unies, notamment sur la base de la Cour internationale de justice, qui déclarait que la présence israélienne dans le territoire occupé palestinien est illégale, et a donné d'ailleurs mandat à tous les pays, parce que ça c'est intéressant, parce que c'est devenu une résolution des Nations unies, tous les pays ont l'obligation de ne pas soutenir Israël dans sa politique d'occupation. Une chose que naturellement la France ne fait absolument pas, ni l'Allemagne d'ailleurs, bon, qui sont un peu traumatisés, restent un peu traumatisés de la Deuxième Guerre mondiale, il faut le dire aussi, mais c'est une réalité. Là, il y a aujourd'hui des injonctions internationales qui auraient pu être prises avant en réalité, parce qu'il y a beaucoup d'éléments de 7 octobre 2023, c'est une chose, mais la situation n'a globalement pas évolué. Elle a pris, si vous voulez, il y a eu un pic de violence à ce moment-là, mais la situation, on aurait pu prendre exactement la même décision avant. Or, la réaction israélienne aujourd'hui a fait que les pays de l'ensemble de la planète ont réalisé qu'on est allé beaucoup trop loin dans la tolérance qu'on avait à l'égard de l'État d'Israël, et que par conséquent, il fallait aujourd'hui prendre des mesures. Et ça s'est aussi concrétisé par cette mise en ce mandat d'arrêt qui a été annoncé contre Yoav Gallant et Benjamin Netanyahou, qui était. Alors, il y a aussi un mandat d'arrêt contre Mohamed Deif, qui, selon certains, aurait été éliminé. Selon les Israéliens, il aurait été éliminé d'ailleurs. Donc, c'est assez amusant à deux titres d'ailleurs, parce que d'une part, on met, et c'est d'ailleurs la situation, et ça illustre un petit peu ce que dit Benjamin Netanyahou, qui est une vraie perception, je pense, c'est qu'il dit on nous met au même rang que les terroristes. Ah ben c'est ça. Voilà, vous voyez. Et dans la même charrette. Voilà, exactement. On est dans la même charrette. Et le paradoxe, c'est qu'on a choisi un commandant qui peut être décédé, c'est-à-dire contre lequel le mandat ne pourra pas s'appliquer de toute façon.
mais il n'y a pas d'autres chefs du Hezbollah, du Hamas qui a été mentionné. Non. Donc ça veut dire qu'en clair, on a simplement donné le change en donnant un mandat d'arrêt contre Mohamed Deif, présumé mort, mais en même temps, on a mis sur le même pied d'égalité des gens qui sont considérés comme terroristes et les dirigeants de l'État d'Israël. Et ça, je pense que c'est un signal extrêmement fort qui a été mis et qui fait d'ailleurs, qui rend du coup, parce que le fait qu'il y ait un mandat d'arrêt, ça veut dire qu'on a reconnu qu'il y avait des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, et que par conséquent, tous ceux qui sur nos plateaux de télévision ont défendu la politique israélienne, eh bien, sont de facto des complices ou des facilitants de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité. Et ça donne tout d'un coup à nos médias de grand chemin un éclairage très différent. Et je vous rappelle que, par exemple, LCI a été interdite dans certains pays parce que c'était une chaîne qui était considérée comme favorisant le terrorisme. Voyez. Donc, on s'aperçoit que ces médias qui essayent de donner la leçon aux autres sont en réalité des médias qui sont perçus de plus en plus comme favorisant la violence, favorisant les crimes, favorisant le terrorisme. Et donc, on est vrai. Ça, c'est peut-être le bouleversement le plus frappant qui se manifeste dans cette situation. Et on voit que le narratif qu'on a eu, soit à l'égard de la Russie depuis 2022, soit à l'égard d'Israël depuis octobre 2023, eh bien, le narratif commence à s'effriter complètement et qu'il laisse place à des jugements qui sont beaucoup plus durs contre ces pays a priori qu'on pensait être du bon côté et qui en réalité sont le mauvais côté. Peut-être une dernière question avant la conclusion, colonel Jagbo. L'Iran, alors là, dans le narratif, il y avait une montée à l'escalade. On se disait que les frappes sur les centres nucléaires étaient imminents. On imaginait le pire. Et puis, soudain, est-ce que c'est lié à l'élection de Trump? Plus rien. On n'entend plus rien sur ce sujet. Comment l'expliquer? Alors, on peut l'expliquer de plusieurs manières. Tout d'abord, il y a cette prudence iranienne, parce que les Iraniens, contrairement aux Israéliens, ont comment dire, des mécanismes de décision qui sont beaucoup plus réfléchis, beaucoup plus calculés, beaucoup plus mesurés que les Israéliens. Et on l'a vu d'ailleurs dans les différentes frappes qu'ils ont faites, elles sont beaucoup mieux calibrées, beaucoup plus limitées, et quelque part beaucoup plus précises dans pas simplement au niveau des objectifs qui sont touchés au sol, mais beaucoup plus précises dans leur conception que les Israéliens. Les Israéliens, dès qu'ils ont un problème, ils bombardent, c'est le tapis de bombes et on détruit à peu près tout ce qui existe sans égard aux femmes, aux enfants, etc. On détruit, point barre. Les Iraniens, eux, on l'a vu, ont une approche qui est beaucoup plus calibrée, qui vise à faire passer un message, qui disent, voilà, on frappe des objectifs, on va pas viser les vies humaines, on va viser des choses très précises, ce qui montre que s'ils voulaient faire pire, ils pourraient faire pire. Donc, ce qui montre qu'ils ont une capacité de monter, si vous voulez, de monter en puissance, alors que les Israéliens, finalement, montrent leur maximum chaque fois et ils ne sont pas capables ou peut-être une fois avec l'arme nucléaire, mais ça, de nouveau, on arrive dans cette manière très jusque-boutiste de concevoir la guerre du côté israélien, en tout cas. Et les Iraniens, eux, sont beaucoup plus pondérés. Mais évidemment que les élections américaines ont passé par là. Les Iraniens ont indiqué qu'ils étaient prêts à voir comment la nouvelle administration allait les traiter. Jusqu'à maintenant, je ne pense pas que les choix effectués par Donald Trump soient des choix qui soient très favorables à l'Iran, mais c'est probablement des choix qui sont plus pragmatiques. Et c'est probablement sur ce pragmatisme-là que l'Iran veut tabler, parce que
de nouveau, la priorité de Donald Trump, c'est la reconstruction de la puissance américaine depuis l'intérieur et non pas depuis l'extérieur, si vous voulez, c'est-à-dire reconstruire un vrai tissu économique et pas simplement une sorte d'économie financière qui en fait ne contribue pas à un développement des capacités intérieures des États-Unis. Donc, les Américains, Donald Trump est très conscient de ça, et donc il faut reconstituer ce tissu industriel un peu comme on avait à la fin dans ces années 60, hein, qui avaient été les grandes années des États-Unis. Moi, j'ai parlé personnellement avec Robert Kennedy Jr., donc qui est maintenant nominé aussi dans l'équipe de Trump, mais avant il était candidat. Quand on a parlé ensemble, j'ai vu que sa vision des États-Unis, c'est la vision que mon père avait des États-Unis, c'est-à-dire l'Amérique, des familles qui ont leur maison dans les périphéries des villes, leur voiture, leur télévision, toute une vie harmonieuse, productrice, productive, avec une Amérique qui est un peu la locomotive de l'Occident dans tous les sens du terme, si vous voulez. Pas simplement en s'imposant par la force, mais en s'imposant par des capacités et des capabilités, comme disent les Américains. C'est un peu ce que l'équipe Trump, je pense, devrait avoir, et dans ce sens-là, ce serait bien, parce que ça voudrait dire qu'il y a moins d'importance donnée aux actions extérieures, et l'idée, c'est de s'élever plutôt que d'écraser les autres. Il y a toujours deux manières d'être meilleur que les autres, soit vous écrasez les autres, soit vous vous élevez. Et l'approche de Donald Trump qui me semble plus réaliste, c'est celle que j'arrive mieux à comprendre, c'est essayer soi-même de s'élever et non pas essayer d'écraser les autres. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que Donald Trump ne va pas essayer d'écraser les autres, parce qu'avec sa politique tarifaire et les sanctions, il va quand même essayer de le faire. Mais il essayera probablement moins de le faire par la force militaire et en déclenchant des guerres à tout crin. Ça, c'est ce qu'on peut attendre de lui. Et donc, les Iraniens sont conscients de cet état de choses. Je pense qu'ils ont fait une assez bonne analyse de la situation. Et donc, ils ont promis qu'ils répondraient à Israël. D'ailleurs, on ne sait pas exactement la nature des dommages qui ont été causés par la dernière frappe israélienne. Hein. Il y a toujours un certain flou artistique qui demeure sur l'étendue des dommages que cette frappe a causés. Et l'Iran a d'ailleurs dit qu'il répondrait. Mais comme ils l'ont fait d'ailleurs après l'attaque contre le consulat de Damas et l'attaque contre Ismail Haniyeh à Téhéran, les Iraniens ont pris leur temps pour répondre. Et ils ont pris leur temps, pas parce qu'ils n'étaient pas capables de répondre immédiatement, mais surtout parce qu'ils ont essayé de contacter leurs alliés et leurs adversaires, y compris les Américains d'ailleurs, pour que les uns et les autres comprennent bien l'étendue de leur réponse et qu'ils ne répondraient pas de manière désordonnée à l'israélienne, si vous voulez, mais qu'ils répondraient de manière à envoyer un message sans aller au-delà et sans vouloir déclencher un conflit régional. Parce que c'est le risque des Iraniens, c'est qu'on leur prête toujours des idées totalement farfelues de vouloir conquérir le monde, le Moyen-Orient, de tout détruire, etc., etc. Et on est là dans cette rhétorique qu'on a et qui est très forte en France et aux États-Unis d'ailleurs. Et les Iraniens doivent un peu lutter contre ces phénomènes-là. Je pense qu'ils en ont parfaitement conscience. Et il fallait tempérer les mauvaises attentes occidentales, si vous voulez, essayer de montrer aux Occidentaux qu'ils n'avaient pas l'intention de s'engager dans un conflit généralisé, etc., mais qu'ils voulaient apporter une réponse calibrée. Et c'est la raison pour laquelle ces réponses iraniennes ont pris autant de temps, si vous voulez. Et donc, on voit que les Iraniens, non seulement ils ont des décisions qui sont parfaitement rationnelles et qui sont très mesurées, mais en plus de ça, ils essayent d'entourer l'application de la décision par un certain nombre de démarches de ce qu'on appelle second track diplomacy, donc une diplomatie
de deuxième voie, si vous voulez, ce qu'on appelle la diplomatie secrète, etc. C'est-à-dire garder un contact quand même, y compris avec les adversaires, en l'occurrence les États-Unis, de façon à clarifier leur position et que le message qu'ils envoient soit compris clairement par toutes les parties. Voilà. Et ça, je pense que c'est intéressant et je pense que les Russes sont dans la même politique, hein. Ils sont dans cette idée de la clarification. Alors, dans quelle mesure les Russes ont une diplomatie parallèle, c'est difficile à déterminer. Il y a beaucoup de bruit sur ces choses-là. C'est difficile à déterminer exactement, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que, par exemple, l'intervention de Vladimir Poutine juste après l'attaque avec ce missile Oreshnik montre que les Russes attachent beaucoup d'importance à ce que leur message soit compris très clairement et qu'il ne soit pas tout d'un coup absorbé par ce que font les Occidentaux régulièrement, c'est-à-dire de récupérer les actions observées dans le terrain dans un nouveau narratif qui dramatiserait la situation. C'est ça. Et donc, ça, c'est très important parce que là, nos médias jouent un rôle particulièrement pervers dans le développement de la situation. C'est parfaitement exact. Bah écoutez, je vais déjà. Est-ce que vous avez quelques mots de conclusion par rapport à l'ensemble de cet échange particulièrement suivi par nos auditeurs? Est-ce que moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on est quand même dans une zone de grand danger, au moins jusqu'au 20 janvier. Alors oui, on est enfin probablement même un peu au-delà parce qu'on ne sait pas exactement comment l'administration Trump va réagir et comment elle va se mettre en place et on connaît mal sa position, par exemple, par rapport au Moyen-Orient. Même d'ailleurs la position par rapport à la Russie. Vous savez, c'est très facile de dire on va mettre fin au conflit en 24 heures. Oui, mais comment? Et comment vont être intégrés? Parce que, n'est-ce pas, typiquement en Ukraine, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la Russie qui tient le couteau par le manche. Et ça demande de la part de celui qui veut trouver une solution d'accepter le fait que c'est la Russie qui tient le couteau par le manche. C'est-à-dire que les Américains ne vont pas pouvoir arriver avec leurs conditions. Il faudra qu'ils tiennent compte des conditions imposées par la Russie. Et c'est là où est toute l'incertitude, si vous voulez, et qui laisse planer le doute sur la réalité de des capacités, si vous voulez, de l'administration Trump. Parce que quand vous entendez les différents commentateurs en France et ailleurs parler de la paix, on parle toujours de ce qu'on voudrait faire. Mais on ne tient jamais compte de ce que les Russes ont déclaré vouloir faire. Or, c'est eux qui tiennent le couteau par le manche. Et on a d'ailleurs évoqué à propos de ces missiles et des échanges qu'il y a eu ces derniers jours, l'hypothèse que Donald Trump pourrait finalement tirer profit d'une certaine manière des abus ou des tentatives comment dire, d'escalade de la part de Zelensky pour dire, bon, Trump pourrait dire, moi j'ai essayé de faire la paix, Zelensky veut rien entendre, donc finalement, tant pis pour lui, moi je lui laisse le bébé, je vous laisse, vous les Européens, vous l'avez soutenu dans toutes ses actions, on vous laisse le bébé et moi je me retire des choses, on ne paye plus rien, on arrête et c'est à vous de gérer le conflit par la suite. C'est un scénario possible qui ne serait pas d'ailleurs dans le sens d'un apaisement de la situation. Parce que Zelensky, il dit négocier, mais le mot négocier dans la bouche de Zelensky a une autre signification que pour les Russes. Pour les Russes, négocier signifie terminer le conflit. Pour Zelensky, négocier signifie négocier la manière dont la Russie capitule. Or, on voit bien que là, on est dans un dialogue de sourds parce que la Russie n'est pas du tout dans la position de celui qui est vers la capitulation, ni dans le terrain, ni dans les intentions, ni dans rien du tout. Par conséquent, on voit on s'approche d'un dialogue de sourds et les Américains, ici, Trump, préjugent peut-être beaucoup de ses capacités,
Je ne sais pas. De nouveau, je ne sais pas ce qui se déroule et peut-être à un certain moment, ils arriveront à un moment où il faudra se débarrasser de Zelensky, soit en lui offrant une villa quelque part près de Mar-a-Lago ou l'éliminer d'une autre manière, je ne sais pas. Il y a beaucoup de bruit d'ailleurs qui circule sur ces questions-là. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que même à partir du 20 janvier, la situation est loin d'être claire. On arrive certainement dans une situation où, en plus de tout ce qu'on a évoqué, c'est-à-dire la rationalité des uns et des autres, il y a encore un phénomène qui est un peu irrationnel, c'est qu'on a le sentiment, à tort ou à raison, que Joe Biden essaye de compliquer la vie de son successeur. Oui. En créant justement, en créant cette incertitude sur la question des armes à longue portée, on a un peu l'impression que Joe Biden ne va pas en tout cas favoriser la mise en place d'une stratégie de l'administration Trump qui aille dans le sens d'un apaisement de la situation. Et ça, c'est extrêmement inquiétant à plusieurs titres. D'ailleurs, c'est inquiétant d'ailleurs pour le conflit en Ukraine, mais c'est aussi inquiétant pour les institutions américaines parce que traditionnellement, l'idée comment dire, d'une administration, excusez-moi, voilà. L'idée d'avoir cette passation de pouvoir et cette période de transition, c'est aussi que la nouvelle administration ou l'ancienne administration prépare le terrain à la nouvelle administration, mais pas lui savonne la planche comme certains l'ont dit. Donc, on est dans une situation qui est effectivement de tous les dangers parce qu'on a des acteurs qui sont aujourd'hui acculés et qui ne voient leur salut que dans l'escalade des conflits. On est dans une période de danger parce que les pays occidentaux, et notamment ceux qui vraiment auraient la capacité d'intervenir comme les Américains, ne semblent pas avoir la volonté de maîtriser la situation, mais ont plutôt tendance à vouloir laisser une escalade se produire. Et puis, on a un troisième élément d'inquiétude, c'est que dans toute cette affaire, vous remarquez que dans toutes les discussions qu'on a eues, soit pour la Palestine, soit pour l'Ukraine, on parle systématiquement de la Russie, de l'Iran et des Américains. Mais on n'a jamais parlé des Européens. Alors, a fortiori pas de la France, mais les Européens sont totalement absents de l'équation, ou en tout cas, ils sont absents de l'équation quant à sa solution. Ils sont présents pour mettre de l'huile sur le feu, pour fournir des armes, pour continuer à lutter contre Vladimir Poutine. D'ailleurs, on ne voit pas très bien pour quelles raisons. D'ailleurs, on ne voit pas pourquoi il n'y aurait pas comment dire, de fenêtre d'opportunité pour avoir une négociation. Non, on est vraiment dans une dynamique de belliciste à 100%. Et par conséquent, l'idée, par exemple, que Donald Trump pourrait, et d'ailleurs ce qu'il a essayé de faire, puisque déjà les Américains ont indiqué depuis longtemps qu'ils voulaient abandonner, pas abandonner, mais laisser la conduite du groupe de Ramstein. Le groupe de Ramstein, c'est le groupe de pays, de 57 pays, et qui assure le soutien à l'Ukraine. Donc vous avez des pays de l'OTAN, bien sûr, vous avez évidemment d'autres pays comme la Nouvelle-Zélande ou l'Australie qui font partie de ce groupe de Ramstein. Et Ramstein, c'est une base américaine en Allemagne. Et traditionnellement, ce groupe se rejoint là. Mais notez qu'il ne se réunit pas au quartier général de l'OTAN. Mais dans un quartier général, dans une base américaine. Et les Américains ont indiqué déjà qu'ils ne voulaient plus assumer la conduite de ce groupe et finalement laisser la conduite à l'Union européenne ou aux Européens de manière plus générale. Et par conséquent, on voit que les Américains depuis longtemps essayent un petit peu de se sortir de ce conflit ukrainien, mais en laissant ça à l'Europe, eh bien, on tombe de nouveau dans cette Europe, dans cette nouvelle Europe, cette Europe de l'Est, de la Pologne, des pays baltes, qui tendent à modérer un petit peu plus leur langage maintenant, parce qu'ils sont de plus en plus face à leurs responsabilités, mais néanmoins, c'est la partie la plus belliciste et la plus va-t-en-guerre de l'Europe. Donc, il n'y a pas vraiment beaucoup de raisons de se réjouir
de ce prochain mois qui Oui. s'écoule et des prochains mois qui vont jusqu'au début, en tout cas, de la mandature de Donald Trump. Et je pense qu'il y a un vrai souci à se faire malgré tout. Mais il faut garder, moi je reste un optimiste, donc je pense que la raison prévaudra. Mais voilà, mais. Mais Joseph Borrell propose quand même des portées de 500 km dans la profondeur et d'envoyer des soldats européens en Ukraine. Hein. Voilà, mais c'est exactement ce que je vous dis. L'Union européenne n'est pas un facteur de stabilité. Et d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant dans cette histoire parce Ah, que. vous le dites depuis le début. Vous Oui, le dites depuis le début. les Américains, on peut comprendre leur intérêt à la limite. Je veux bien comprendre. Je veux bien me mettre dans la peau des Américains puis dire que bon, ils ont un ennemi, la Chine et la Russie par ricochet, que par conséquent, leur intérêt, c'est d'affaiblir. OK, pourquoi pas. Mais ce n'est pas du tout l'intérêt de l'Europe. Et c'est là où ça devient totalement irrationnel et incompréhensible, c'est que quel que soit le regard que vous puissiez avoir, l'Europe est de toute façon en porte-à-faux par rapport à ce conflit. Et les réactions, alors évidemment, on a des cervelles d'oiseaux, hein, quand on a Ursula von der Leyen, etc. C'est l'illustration parfaite. D'ailleurs, pratiquement aujourd'hui, toutes les femmes qui sont en poste, je ne suis pas du tout contre les femmes, parce qu'il y en a eu des remarquables, des femmes remarquables qui ont dirigé des pays et qui ont été des personnalités marquantes. Mais alors aujourd'hui, on est exactement dans ce que disait Françoise Giroud, c'est qu'on atteindra l'exacte égalité entre hommes et femmes lorsqu'on mettra des femmes incompétentes au pouvoir. Et c'est exactement la situation qu'on a aujourd'hui. On choisit les plus incompétentes et c'est l'illustration parfaite avec Ursula von der Leyen. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement inquiétant parce que au lieu d'avoir un rôle stabilisateur parce que directement concerné, parce que se situant à mi-chemin entre la Russie, pouvant constituer une passerelle entre la Russie et les États-Unis, non, l'Europe a choisi d'être un mur. Et c'est d'ailleurs exactement la réflexion qu'avait faite Henry Kissinger en 2013, lorsqu'il y avait eu les négociations entre l'Ukraine et l'Union européenne, et que l'Ukraine cherchait à accommoder son économie pour qu'elle soit à la fois compatible avec l'économie russe avec laquelle elle était traditionnellement liée et avec le nouveau marché constitué l'Union européenne. Et les Russes avaient d'ailleurs été d'accord pour avoir une solution tripartite, si vous voulez. Et c'est Manuel José Barroso qui avait refusé cette solution. Il avait dit, vous devez choisir. C'est soit la Russie, soit l'Union européenne, mais vous ne pouvez pas avoir les deux. Et c'est ce qui a poussé, en fait, c'est l'origine du mouvement de Maïdan en réalité. Et Kissinger, à cette occasion, avait dit, on a réussi à faire de l'Ukraine non pas un pont entre l'Est et l'Ouest, mais on en a fait un mur. Et c'est exactement toujours cette situation. Et c'est l'Union européenne, à l'époque, le prédécesseur de Ursula von der Leyen, d'ailleurs, qui avait, par son attitude intransigeante, créé cette barrière entre l'Est et l'Ouest. Et on est resté là-dedans et la mentalité n'a pas évolué. On n'a toujours pas compris que la solution j'allais dire la solution générale qu'on a tant au niveau économique, politique, stratégique qu'on puisse avoir en Europe, elle passera non pas par la confrontation, mais par la coopération. Eh ben, merci beaucoup pour cet entretien et cette synthèse exceptionnelle sur la fin de cette émission. Je rappelle vos ouvrages, puisque si vous voulez approfondir, eh bien, il n'y a rien de mieux, comme on le disait en début d'entretien, que les livres. Peut-être un jour aurons-nous aussi la chance d'avoir les analyses de Jacques Beau dans la revue Géopolitique profonde. Mais d'ici là, je rappelle, Opération Déluge d'Al-Aqsa. Hein, la plupart des livres sont chez Max Milot. Hein, Opération Déluge d'Al-Aqsa. L'art de la guerre russe, comment l'Occident a conduit l'Ukraine à l'échec. Ukraine entre guerre et paix. Poutine, maître du jeu. La Russie en 50 questions. Et puis, alors, je rappelle, gouverné par les fake news, parce que ça, c'est essentiel, en 2020. Et puis, l'ouvrage qui avait déjà tout annoncé, en effet, paru en août 2022, c'est Opération Z. Merci
Merci beaucoup, colonel Beau, de cet entretien. Merci à Et je vous. vous dis, j'espère à très bientôt sur Géopolitique profonde. Merci à Très vous. volontiers. Merci à vous. Merci. Malgré la routine de la vie quotidienne, on peut trouver un autre univers dans la lecture. Un livre est une amitié, comme disait Proust. Il nous accompagne partout et nous transporte plus loin que nous pouvions espérer. Ça semble un peu cliché dit comme ça, mais oui, la lecture change la vie. C'est pourquoi avec Géopolitique profonde, on vous propose notre revue mensuelle. En plus d'avoir les meilleures expertises sur les sujets essentiels de notre société, il y a aussi des solutions financières pour s'émanciper du système. On essaie de changer la vie de ceux qui nous lisent, intellectuellement comme matériellement. Quand les intérêts rencontrent la sympathie, c'est souvent une nouvelle amitié qui commence. Car on n'est pas là pour vous raconter des histoires, mais pour vous aider à écrire la vôtre.